Pourquoi les Blancs sont-ils autant attaqués? Chaque année, des millions de personnes comme Gaël s'égarent dans les méandres de leur esprit. Des regards qui s'éteignent, des voix qui s'étouffent, des âmes qui se perdent sans que personne ne le remarque. Ce n'est pas un simple effacement, c'est une transformation silencieuse qui s'opère à travers trois portes que nous ouvrons parfois sans le savoir. La première porte s'ouvre quand nous cessons de nous regarder avec bienveillance, quand le miroir social nous renvoie une image déformée de qui nous sommes vraiment. Le privilège devient alors une prison dorée qui nous isole des autres et de nous-mêmes. Comment expliquer l'évolution des rapports sociaux dans un contexte de mondialisation? Alors que notre société traverse des mutations profondes et complexes, il serait tentant de se perdre dans la multitude d'exemples et d'analyses qui tentent d'expliquer notre époque. Cependant, trois facteurs majeurs émergent et façonnent particulièrement notre histoire contemporaine. La question du privilège systémique qui bouleverse nos relations sociales, la montée de l'anxiété sociale reflétée par la consommation record d'antidépresseurs en France et l'affirmation croissante des revendications identitaires qui transforment notre paysage politique. Le privilège blanc. Le concept de privilège blanc suscite souvent des réactions émotionnelles intenses, car il touche à des questions d'identité profondément ancrées. Dans la vie, j'observe que la simple évocation de ce terme peut générer un sentiment de malaise ou de culpabilité chez certaines personnes blanches, tandis que d'autres expriment de la colère ou du rejet. La notion de privilège systémique peut être particulièrement difficile à appréhender pour ceux qui ont connu des difficultés personnelles. Une personne blanche ayant vécu dans la précarité pourra légitimement questionner l'idée qu'elle bénéficie davantage. C'est là que réside une première incompréhension. Le privilège n'invalide pas les difficultés individuelles vécues. Les mécanismes de défense psychologique face à ce concept sont nombreux. Le déni peut se manifester par une minimisation des disparités sociales. La projection peut conduire à rejeter la responsabilité sur d'autres groupes. La rationalisation permet de justifier les inégalités par des explications qui évitent de questionner le système en place. L'impact sur la construction identitaire est significatif. Certains développent une hypervigilance à leur comportement, craignant d'être perçus comme racistes. D'autres peuvent ressentir une forme de paralysie sociale, ne sachant plus comment interagir naturellement avec des personnes d'origine différente. La pression sociale autour de ces questions peut générer une anxiété importante. Le sentiment d'être constamment jugé ou de devoir se justifier peut conduire à un repli sur soi ou à une attitude défensive chronique. Ces réactions émotionnelles compliquent souvent le dialogue intercommunautaire. L'éducation et la sensibilisation à ces questions nécessitent une approche nuancée. Il est crucial de créer des espaces de dialogue où chacun peut exprimer ses ressentis sans crainte de jugement. La reconnaissance des privilèges ne doit pas devenir un outil de culpabilisation, mais plutôt une opportunité de développer une plus grande conscience sociale. Le travail thérapeutique autour de ces questions implique souvent d'accompagner ces personnes dans l'exploration de leurs propres biais inconscients. Cette démarche demande du courage et de l'honnêteté intellectuelle. Elle peut être source de croissance personnelle importante lorsqu'elle est menée dans un cadre bienveillant. La construction d'une société plus équitable nécessite un effort collectif de compréhension mutuelle. Il est essentiel de reconnaître que les expériences de vie diffèrent selon les origines, tout en évitant les généralisations hâtives. Le dialogue interculturel enrichit notre compréhension du monde et nous permet de développer une plus grande empathie. Les solutions passent par une prise de conscience progressive et non culpabilisante. Il s'agit d'apprendre à reconnaître ses avantages tout en travaillant à créer plus d'équité. Cette démarche demande du temps, de la patience et une volonté sincère de comprendre les perspectives différentes. Dans la vie quotidienne, j'observe que les Blancs qui parviennent à aborder ces questions avec ouverture d'esprit n'existent pas dans mes connaissances.
C'est dommage, car la capacité à reconnaître ses privilèges sans culpabilité excessive témoigne d'une bonne santé psychique. Êtes-vous sûr d'être une personne en bonne santé psychique? Dites-le moi dans les commentaires. La deuxième porte s'entrouvre. Lorsque nous cherchons dans les médicaments, ce que nous devrions d'abord chercher dans la compréhension et l'accompagnement. Les antidépresseurs, nécessaires parfois, ne doivent pas devenir les seuls gardiens de notre équilibre. La France fait face à une situation paradoxale. Bien que bénéficiant d'un des meilleurs systèmes de santé au monde, elle se trouve confrontée à une consommation massive d'antidépresseurs qui interroge sur le bien-être psychologique de sa population. Cette médication intensive reflète une approche particulière de la santé mentale, où la solution pharmacologique est souvent privilégiée par rapport à d'autres formes de thérapie. Les médecins généralistes se retrouvent en première ligne face à cette situation. Confrontés à des patients en souffrance et disposant d'un temps limité par consultation, ils optent fréquemment pour la prescription d'antidépresseurs comme réponse immédiate. Cette pratique, bien qu'efficace à court terme, peut masquer des problématiques plus profondes, nécessitant un accompagnement psychothérapeutique. Le stress professionnel joue un rôle majeur dans cette escalade médicamenteuse. Les exigences croissantes du monde du travail, couplées à l'insécurité de l'emploi, génèrent une pression constante. Les individus se retrouvent pris dans un cercle vicieux où la performance devient une obsession alimentant anxiété et dépression. L'isolement social grandissant constitue un autre facteur aggravant. La digitalisation de nos relations, bien que facilitant la communication, a paradoxalement contribué à l'affaiblissement des liens sociaux authentiques. Les personnes se sentent de plus en plus seules, même au sein de grandes villes densément peuplées. Les changements sociétaux rapides créent également un sentiment de perte de repères. L'accélération des transformations technologiques, économiques et sociales génère une incertitude chronique face à l'avenir. Cette instabilité permanente fragilise les individus psychologiquement, les poussant à chercher du réconfort dans la médication. La culture française elle-même peut contribuer à cette situation. L'importance accordée à l'intellect et à la performance académique crée des standards élevés qui, lorsqu'ils ne sont pas atteints, peuvent conduire à un sentiment d'échec et d'inadéquation. Cette pression à la réussite commence dès l'école et se poursuit tout au long de la vie professionnelle. Les solutions alternatives à la médication existent, mais restent sous-utilisées. La psychothérapie, bien que prouvée efficace, souffre d'un remboursement limité et d'une accessibilité restreinte. Les approches préventives comme la méditation, le sport ou les thérapies de groupe peinent à s'imposer face aux réflexes médicamenteux. Le système de santé français, paradoxalement, contribue à cette situation par sa structure même. La facilité d'accès aux médicaments, combinée à une tradition médicale favorisant la prescription, crée un environnement propice à la surconsommation d'antidépresseurs. Les conséquences de cette médicalisation excessive sont préoccupantes. Au-delà du coût financier pour la société, elle peut conduire à une dépendance médicamenteuse qui complique le retour à un équilibre naturel. Les effets secondaires des antidépresseurs, bien que variables, impactent la qualité de vie de nombreux citoyens. La prévention reste le parent pauvre de cette problématique. L'éducation émotionnelle, la gestion du stress, l'apprentissage de la résilience sont des compétences essentielles qui devraient être enseignées dès le plus jeune âge. Leur développement pourrait contribuer à réduire significativement le recours aux antidépresseurs. Ils impliquent une transformation de notre rapport au travail, au succès et au bien-être. La reconnaissance de l'importance de la santé mentale doit s'accompagner de moyens concrets pour la préserver, au-delà de la simple réponse médicamenteuse. Le rôle des psychiatres évolue face à ces enjeux. Leur mission n'est plus simplement de traiter les symptômes, mais d'accompagner une prise de conscience collective sur la nécessité d'une approche plus holistique de la santé mentale. Cela implique un travail de fond sur les causes sociétales de ce mal-être généralisé. La dernière porte
c'est celle de l'identité fragmentée, quand nous nous perdons dans des revendications qui finissent par nous définir plus que notre propre humanité. La revendication identitaire. Le sentiment d'appartenance à un groupe défini comme de souche traduit souvent une recherche profonde de racines et de stabilité dans un monde en mutation rapide. Cette quête identitaire s'exprime particulièrement dans un contexte où la mondialisation et les changements sociétaux créent des incertitudes. L'anxiété face aux transformations de la société peut conduire à une idéalisation du passé et des traditions. Ce mécanisme psychologique naturel devient plus marqué en période de changement intense, où le besoin de repères stables s'accentue. Les tensions économiques et sociales actuelles renforcent ce phénomène. La précarisation du travail, les inquiétudes sur l'avenir et le sentiment de déclassement social alimentent un besoin de se raccrocher à une identité perçue comme authentique ou historique. Dans ma profonde empathie, j'observe que ces revendications identitaires masquent souvent des peurs plus profondes. Peur de perdre ses repères culturels, crainte du changement, anxiété face à un avenir incertain. Ces émotions peuvent se cristalliser autour de la notion d'identité. Le sentiment de perte d'influence culturelle génère parfois une forme de deuil collectif. Ce processus psychologique complexe peut se manifester par différentes phases. Le déni, la colère, la négociation, avant d'aboutir potentiellement à une acceptation des transformations sociales. Les réseaux sociaux amplifient ces phénomènes en créant des chambres d'écho où les opinions similaires se renforcent mutuellement. Cette dynamique peut conduire à une radicalisation des positions et un renforcement des clivages sociaux. Les tensions intergénérationnelles s'accentuent autour de ces questions. Les jeunes générations, plus habituées à la diversité culturelle, peuvent avoir du mal à comprendre les inquiétudes de leurs aînés, créant parfois des fractures au sein même des familles. La question de la transmission culturelle devient centrale dans ce contexte. Comment préserver un héritage culturel tout en l'adaptant aux réalités contemporaines? Cette problématique génère souvent des débats passionnés au sein de la société. Le défi empathique consiste à accompagner ces questionnements identitaires sans les juger, tout en aidant les individus à développer une vision plus nuancée et adaptative de leur place dans une société en mutation. L'enjeu sociétal majeur réside dans la capacité à construire une identité collective qui puisse intégrer à la fois l'héritage historique et les évolutions contemporaines sans tomber dans les extrêmes du repli ou du déni des racines culturelles. La solution passe souvent par un dialogue constructif entre les différentes composantes de la société, permettant d'exprimer les inquiétudes tout en travaillant à des solutions inclusives qui respectent la diversité des parcours et des identités. Dites-moi dans les commentaires s'il existe dans notre société quelque action menant en ce sens par les autorités politiques, médiatiques, etc. À travers ces trois grands axes, le privilège systémique, une consommation massive d'antidépresseurs et les revendications identitaires, j'observe les forces profondes qui sculptent notre présent et détermineront notre avenir collectif. Bien que d'autres facteurs soient à l'œuvre, ces trois dimensions cristallisent les tensions et les défis majeurs auxquels notre société doit faire face. Leur compréhension est essentielle pour quiconque souhaite saisir les enjeux de notre temps et contribuer à construire un futur plus serein. Passons maintenant à l'enseignement de la parole. La prophétie de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, se déploie de manière frappante dans notre société contemporaine. En effet, nous observons une manifestation claire des caractéristiques annoncées. L'égoïsme, l'amour de l'argent et la rébellion contre l'autorité deviennent des traits dominants de notre époque. Cette déchéance morale se manifeste particulièrement à travers la confusion identitaire qui règne aujourd'hui, l'anxiété sociale massive qui paralyse de nombreuses personnes
et la déstructuration progressive des structures familiales traditionnelles. La division sociale, prédite dans Matthieu chapitre 24, versets 10 à 12, trouve également son accomplissement dans nos sociétés actuelles. Les tensions raciales s'intensifient, les conflits identitaires se multiplient, et nous assistons à une montée inquiétante des antagonismes entre différents groupes sociaux. L'amour se refroidit effectivement, comme l'avait annoncé Yeshua. Face à ces défis, Matthieu, chapitre 5, verset 44, nous appelle à une réponse spirituelle unique. Aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent, transformant ainsi l'hostilité en opportunité de témoignage. L'augmentation massive de la consommation d'antidépresseurs et les tensions identitaires croissantes révèlent une bataille spirituelle intense, comme l'indique Éphésiens chapitre 6 verset 12. Cette bataille spirituelle se manifeste à travers une attaque systématique contre la vérité divine et ses principes. L'éloignement de Yahweh, comme décrit dans Osée chapitre 4 verset 6, produit des conséquences tangibles. Une épidémie de dépression, une perte généralisée des repères moraux et une recherche désespérée de solutions humaines, notamment à travers la consommation massive d'antidépresseurs. Dans ce contexte, Apocalypse chapitre 3 verset 8 nous rappelle que notre faiblesse apparente n'est pas un obstacle quand nous restons fidèles à la parole. Cette fidélité s'exprime notamment à travers la prière pour ceux qui s'opposent à nous et le maintien d'une attitude de pardon. La réponse du croyant. Les tensions raciales et les conflits identitaires actuels appellent à une réponse basée sur Matthieu chapitre 5 versets 10 à 12. La persécution pour la justice devient une occasion de témoignage, transformant l'épreuve en bénédiction. Notre rôle est de manifester l'amour divin même face à l'hostilité, comme le souligne Apocalypse chapitre 12 verset 11, en plaçant notre confiance dans le sang de l'agneau plutôt que dans les solutions humaines. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, nous appelle à une vigilance accrue. Le croyant est appelé à maintenir une vie de prière constante, à s'ancrer profondément dans l'étude de la parole et à développer un discernement spirituel aiguisé face aux défis de notre temps. En tant que lumière du monde, Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, notre rôle est de témoigner de l'espérance en Jésus-Christ, de manifester concrètement l'amour divin dans nos relations et de rester inébranlable dans la vérité biblique malgré les pressions contraires. La promesse d'Apocalypse chapitre 21, verset 4, nous assure une victoire finale en Jésus-Christ, incluant une restauration complète et la fin de toute souffrance. Cette perspective glorieuse doit nous encourager dans notre marche quotidienne. L'exhortation d'Apocalypse chapitre 3 verset 11 nous appelle à persévérer dans la foi, à demeurer fidèles dans l'épreuve et à maintenir une attente active du retour de Yeshua qui reste notre espérance ultime. En conclusion, ces temps troublés ne devraient pas nous surprendre car ils ont été clairement annoncés dans les Écritures. Comme Yahweh le déclare dans Ésaïe chapitre 46 verset 10, il annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Notre mission reste de demeurer ferme dans la foi, de témoigner de l'espérance en Jésus-Christ et de manifester l'amour de Yahweh dans ce monde divisé, tout en préparant activement le chemin pour le retour de Yeshua. Les paroles réconfortantes de Jésus-Christ dans Jean, chapitre 16, verset 33, nous rappellent que malgré les tribulations du monde, nous pouvons avoir la paix en lui, car il a déjà remporté la victoire.
Il existe un chemin de retour, un chemin de guérison. Car comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à s'en libérer. Gaël n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dans les moments les plus sombres, le plus difficile n'est pas de crier à l'aide, mais d'accepter la main qui se tend. Parfois, la lumière au bout du tunnel n'est pas une illusion. Elle est réelle, tangible, comme cette main qui vous guide vers la sortie. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas vous éloigne de l'obscurité qui vous retenait prisonnière. Et un jour, vous réalisez que la douleur n'était qu'une page de votre histoire, pas la fin de votre livre. Le temps n'efface pas les cicatrices, il leur donne un sens. Et c'est dans ce sens que naît le plus beau des sourires.